Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books & Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième update lecture. Je le tourne tout juste à la suite du premier, alors que pour vous ça doit faire un peu plus d'une semaine. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite parce que sinon ça va encore durer un moment. C'est parti! Je commence tout de suite avec une lecture audio parce que si je ne le fais pas, je vais oublier. Ça fait un moment que je l'ai lu. Mais comme je ne l'ai pas en papier, j'oublie à chaque fois de le présenter alors que je l'ai écouté dès sa sortie. Il s'agit de Ici et seulement ici, publié chez Gallimard et écrit par Christelle Dabos, l'autrice de La Passe Miroir. Vous ne pouvez pas le savoir parce que à l'époque je n'avais pas YouTube, mais La Passe Miroir ça a été un énorme coup de cœur. J'ai dévoré les 4 tomes en quelques semaines, je pense en 2-3 semaines, alors entrecoupé d'autres lectures, mais vraiment ça a été un coup de cœur phénoménal. Et quand j'ai entendu que l'autrice sortait un nouveau bouquin, j'ai sauté dessus, vraiment. Quand j'ai vu qu'il était sur Nextory, j'étais trop contente. Et d'ailleurs, je suis ravie de l'avoir écouté en audio parce qu'en papier, je pense que je l'aurais détesté. Ici et seulement ici, c'est un livre qui parle de harcèlement scolaire. On va suivre plusieurs points de vue, plusieurs élèves, 4 il me semble, qui sont en 6e, 5e, 4e et 3e. Ils sont dans un collège où il y a des règles assez monstrueuse, clairement. C'est un livre avec beaucoup de trigger warning. Vraiment, j'appuie là-dessus. Si jamais vous êtes sensible au harcèlement, ne le lisez pas parce que je pense que ça peut faire très mal. Même si c'est une très belle prévention, je pense vraiment que ça peut faire beaucoup de mal aux gens qui en ont souffert ou qui en souffrent encore. C'est un livre où on ne comprend pas toujours ce qui se passe, qui mêle un petit peu de fantastique d'une façon très étrange. Vraiment c'est un ovni littéraire, tout le monde s'accorde là-dessus, c'est un ovni, soit on déteste, soit on adore. Moi j'ai adoré et je pense que le côté audio aide beaucoup. On va suivre ces élèves qui évoluent tout au cours de l'année, c'est divisé en trimestres. Et on va découvrir les règles qui font cet établissement où les profs sont quasiment absents. C'est vraiment très étrange. Et on va découvrir des règles. Il y a une classe où il y a un prince par exemple, il ne faut pas le regarder dans les yeux, il ne faut pas lui parler, tout le monde est prêt à taillader un autre élève juste parce qu'il a claqué des doigts. On a une classe où il y a des hauts et des bas, c'est des élèves qui... On ne sait pas qui fait ce tableau, mais il y a un tableau qui apparaît où un nom est écrit en haut et un autre est écrit en bas, et celui du bas doit être un peu le sous-fifre de celui du haut. Plein de règles comme ça, assez monstrueuses et qui malheureusement reflètent une certaine réalité. Alors à ce point-là, je ne sais pas, mais effectivement le collège c'est une période qui est très difficile pour beaucoup. C'est un livre qui m'a beaucoup perturbée, j'ai mis énormément de temps à savoir si j'avais aimé ou pas. Et je trouve que c'est un véritable ovni et un véritable coup de maître de la part de l'autrice. Ça change complètement de La Passe Miroir. Si vous avez aimé La Passe Miroir, vous pouvez détester Ici et seulement ici, et inversement. Je ne sais pas si je vous le recommande ou pas. Vraiment, c'est un livre qui me perturbe. Hein. Clairement, ça fait plus de 2 mois, mais je suis toujours... je sais pas. Moi, je vous conseille de le lire, de l'écouter surtout, et de vous faire votre propre avis. C'est vraiment très étrange. Mais peut-être c'est un mal nécessaire, je sais pas trop. En tout cas, j'étais ravie de découvrir autre chose de l'autrice et dans le fond, je pense que j'aime le bouquin. Mais ouais, à réécouter peut-être pour essayer de me faire un avis un peu plus construit. Mais en tout cas, si vous avez envie d'un truc qui bouscule complètement les codes, foncez. On va passer sur des choses un petit peu moins abstraites parce que ça serait un petit peu étrange comme update lecture si on avait que des livres comme Ici et seulement ici. En même temps, c'est pas possible parce qu'il est assez unique. Le roman que je vous présente ensuite, il s'agit de Dans le désordre de Marion Brunet, publié chez Sarbacane dans la collection Exprime. J'ai eu plusieurs déceptions dans cette collection, donc j'espérais vraiment retrouver un livre qui me rappellerait pourquoi j'aime cette collection, et ça a été le cas avec Dans le désordre. Marion Brunet a réussi. J'aime... Cette collection est particulière dans mon cœur, vraiment. Ici, on va suivre 7 personnages qui vont se rencontrer lors d'une manifestation. Et on est vraiment dans cette ambiance de manifestation avec plein de genres différents et ils sont... je ne saurais même pas expliquer. Pour essayer de vous faire un petit résumé, je vais lire le dos parce que c'est un petit peu plus concret et ensuite je vous donnerai mon avis en essayant d'être un peu construite dans mes termes.
Ils sont 7. 7 qui se rencontrent en manif, dans la révolte, dans le désordre, refusant la vie qu'on leur impose. Ils décident de vivre ensemble, en squat et en meute. Et au cœur de la meute, il y a Jeanne et Basile qui découvrent l'amour, celui qui brûle et transporte. Donc voilà, on va suivre ces 7 personnages qui vont emménager dans un squat. Ils vont choper une maison qui ne leur appartient pas et squatter, clairement. Et on va découvrir les croyances de chacun, les idées politiques de chacun. C'est un livre qui est très politique, qui est très engagé. On a une vraie dénonciation du capitalisme et de tout ce qui s'en approche. Et il y a effectivement cette romance entre Jeanne et Basile qui est terriblement réaliste, qui bouscule, on voit comment ils sont pris dans la chose, alors que des fois il y a des petits comportements qui les insupportent l'un chez l'autre. On a des personnages qui sont assez opposés. Il y en a un qui a toujours un peu vécu dans ce côté un peu, pas rebelle, mais dans l'anarchie en fait. Ils sont vraiment anarchistes. Et on a Jeanne qui était plutôt rangée, mais qui découvre ce monde et qui s'en accommode plutôt bien, mais qui se pose encore énormément de questions. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est les questionnements des personnages sont terriblement réalistes. On a l'impression qu'ils existent, que ça pourrait vraiment arriver. Et on a des événements dans ce bouquin qui m'ont complètement bouleversée. C'était hyper accrocheur, hyper addictif. Ça se dévore, hein, il y a très peu de pages. On est sur 250 pages et vraiment, je vous le recommande parce que c'est un livre qui est très particulier, qui est assez cru et qui coule de réalisme. C'était... ouais. Chapeau l'autrice, c'est pas un coup de cœur, mais on n'est pas loin parce que vraiment c'est très très réel et impactant. Voilà, je pense que c'est les bons termes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet énorme craquage que j'ai fait au Salon du Livre de Montreuil l'an dernier en décembre, mais j'avais craqué pour une trilogie entière parce que j'aime beaucoup l'autrice en tant qu'influenceuse littéraire. Il s'agit d'Alison Germain et la trilogie en question, c'est les Chroniques Homérides avec ici le premier tome, Le Souffle de Midas. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui va croiser un jour en rentrant du travail une autre jeune fille complètement mutilée qui va lui demander de l'aide et qui va lui transmettre quelque chose d'une certaine façon. Et cette jeune fille va développer des pouvoirs. Si vous connaissez Midas, et je pense que vous connaissez parce qu'on a eu quelques réécritures plus ou moins réussies de ce mythe, c'est quelqu'un qui transformait tout en or. Et ici, effectivement, on est sur une jeune fille qui développe des pouvoirs en rapport avec ça et qui va changer les choses en or et qui est traquée parce que c'est un pouvoir qui est très très recherché. Et elle va rencontrer d'autres personnages qui sont un peu comme elle, qui ont aussi les dons. C'est un livre que j'ai plutôt bien aimé. J'ai mis un petit peu de temps à me mettre dedans, j'avoue. Et il y a quelques moments où c'est un petit peu maladroit ou un petit peu trop recherché au niveau du style. Et du coup, j'étais obligée de prendre mon dictionnaire. Voilà, il y a des termes que je ne comprenais pas. Et je ne comprends pas toutes les références à la mythologie, mais ça, c'est un autre sujet. Mais par contre, j'ai trouvé que l'histoire était plutôt addictive, plutôt entraînante. J'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et la fin laisse présager plein de choses pour la suite et j'ai très très hâte de lire la suite et en plus je l'ai, donc je n'ai aucune raison de ne pas la lire. Je suis vraiment hyper contente d'avoir découvert l'écriture de Alison Germain parce que c'est une personne qui est adorable et c'est un très bon premier roman selon moi et je pense que ça ne peut que s'améliorer par la suite. Je vous l'ai dit dans mon dernier book haul, j'ai lu This Savage Song de V.E. Schwab, donc le premier tome de Monster of Verity publié chez Lumen. Dans cette histoire, on va suivre un monstre qui est le fils adoptif, parce que c'est un monstre, du gérant du quartier sud, dans lequel une équipe de forces spéciales essaye de gérer ces monstres. Parce qu'il y a des monstres, donc notre personnage principal n'en est pas un, mais il y a des monstres qui veulent énormément de mal aux humains. Et il y en a beaucoup parce que à chaque crime qui est commis, un monstre apparaît. Et on a de l'autre côté la fille du gérant du quartier nord qui, elle, a grandi dans la richesse, qui a été envoyée dans plusieurs internats. Et son père gère complètement différemment son côté de la ville. Lui, il fait payer les gens pour sa protection. Et ces deux quartiers sont un petit peu en guerre. Et ces deux personnages vont se rencontrer d'une certaine façon.
et on va suivre leur histoire et c'était une super lecture. V.E. Schwab crée des univers mais tellement divers et variés, enfin vraiment, quand vous prenez les différents livres de cette autrice, ça n'a rien à voir et en même temps on a toujours des personnages très émouvants, très bien construits, dans lesquels on peut se reconnaître assez facilement et pourtant au début on dirait que non, hein, Kate, on dirait que c'est juste une peste et j'ai perdu son nom. J'ai vraiment un problème avec les prénoms. Hein. Auguste, c'est Auguste. Auguste, il est un peu naïf et il essaye d'être le plus humain possible alors que c'est un monstre. Et on suit toute cette quête de qui est le vrai mal. Est-ce que ce sont les monstres? Est-ce que ce sont les humains? Et j'ai adoré cette recherche-là, ces questionnements-là. Vraiment, c'était une superbe histoire. Et quand j'ai fini ce tome 1, je n'ai pas pu résister. Oui, j'ai acheté le tome 2, mais vraiment dans la foulée, parce que j'essayais de lire autre chose, mais non, je voulais la suite de Monster of Verities, et ce tome 2 m'a complètement séduite aussi, et il m'a brisé le cœur. Je vais pas trop en dire, parce que sinon ça spoil le premier, et c'est pas le but, mais vraiment, c'était une duologie assez incroyable, la fin est très très bien menée. On a la présence de la musique parce que Auguste, c'est un monstre qui joue de la musique pour se battre. Et les personnages qui apparaissent dans ces livres sont vraiment très très cool et intrigants. Et parfois on les déteste, mais on aime les détester parce qu'ils sont très bien écrits. Donc je vous recommande globalement toutes les œuvres de V.E. Schwab, mais celle-ci n'en fait pas, enfin n'est pas une exception. Vraiment, foncez. Dans un tout autre genre, j'ai lu Sillage de Johann Richoux, publié chez PKJ. Sillage, c'est une réécriture du Parfum de Suskind et je ne l'ai pas lu, mais j'ai très envie de le lire maintenant que j'ai lu Sillage. On est ici sur un livre qui arrive à nous faire ressentir les choses et à nous faire sentir les parfums. On a une description olfactive qui est juste incroyable, c'est très très riche, parfois presque un peu trop riche en odeurs. Parce qu'on a tout ce qui est très agréable, on a aussi tout le reste, donc les odeurs qu'on ne peut pas apprécier. Et on est sur un personnage qui rencontre un garçon, une jeune fille qui rencontre un garçon. Elle veut être parfumeuse et elle rencontre ce garçon qui est libre dans le sens où il ne veut pas se poser. Ils vont quand même tomber amoureux, mais petit à petit ça va la détruire. C'est un amour qui est très toxique. Et son métier, son envie de devenir parfumeuse va tourner à l'obsession. Et je vous laisse découvrir la suite. Si vous avez lu le Parfum, vous pouvez vous douter de ce qui se passe. Si vous ne l'avez pas lu, foncez, parce que c'est une superbe histoire, très, très sombre, avec vraiment une ambiance très particulière. Johann Richoux, elle a réussi quelque chose que je ne pensais pas possible. C'est vraiment que j'avais l'impression de sentir les odeurs qu'elle décrivait. Et c'était assez impressionnant. C'est un roman qui se lit très vite, il est très court, il fait moins de 300 pages. Je vous le recommande absolument parce que, pareil, une lecture qui m'a vraiment vraiment bousculée, qui m'a frappée. Et à la fin, j'étais vraiment sur les fesses. J'étais genre, mais qu'est-ce que je viens de lire? Ouais, c'était vraiment top. Je vais finir sur une touche beaucoup moins positive avec Un royaume de chair et de feu. C'est le deuxième tome du livre Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, publié chez De Saxus. Dans le premier tome, on suivait Poppy, qui était une élue, une pucelle, c'est le terme utilisé dans le livre, et qui se voyait attribuer un nouveau garde du corps pour veiller à sa protection, mais aussi veiller à ce qu'elle reste bien emprisonnée là où elle est. Et Poppy, c'était un personnage qui ne devait pas sortir, qui ne devait pas parler, qui ne devait pas montrer son visage. Et avec l'arrivée de ce nouveau garde du corps, tout change un petit peu pour elle, voire beaucoup. Et à la fin du tome 1, elle quittait la ville pour des raisons que je ne vous dirai pas. Et dans ce tome 2, on va suivre du coup la suite de ses aventures. Et le tome 1 se finissait sur des grosses révélations, du coup j'avais très très hâte de lire le tome 2 parce que le tome 1 était vraiment un coup de cœur. Et dans ce tome 2, on a la moitié du livre, vraiment une grosse moitié, la première moitié du livre, où c'est Poppy qui se demande: est-ce que je fais bien de faire ça? Est-ce que c'est normal de faire ça? Est-ce que j'ai raison de faire ça? Au fait, est-ce que c'est bien de faire ça? Et des scènes spicy.
Vraiment, les 50% du roman, les 50 premiers pourcents du roman, c'est ça. Et c'était long, mais c'était long. J'ai pas du tout retrouvé ce côté addictif du premier tome. J'étais en mode, mais ça n'a rien à voir, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous fait Jennifer et l'Armentrout, vraiment? Pourquoi? Et Poppy était insupportable, j'avais envie de la secouer. Enfin... c'était... Non, vraiment, c'était pas cool. Je me suis ennuyée sur cette première partie, alors que le bouquin est long, hein. On est sur un livre qui fait plus de 760 pages, donc imaginez, ça veut dire presque 400 pages d'ennui et de longueur, où rien ne se passe. Et rien ne se passe vraiment d'ailleurs dans ce bouquin, il y a vraiment que la fin, enfin la deuxième partie et disons le dernier tiers, où il se passe des choses, où on avance, où on découvre davantage sur le monde, sur vraiment tout ce qui se passe dans cet univers. Et là, j'ai retrouvé le tome 1, j'ai retrouvé l'addiction, j'étais en mode ah ça y est, je veux savoir ce qui se passe après, et la fin se finit sur un cliffhanger, sur quelque chose qu'on ne comprend pas, et j'avais très envie de lire la suite. Donc, demi-teinte, vraiment un avis en demi-teinte, littéralement, hein, parce que vraiment 50% une étoile, et 50% 4 étoiles je dirais. J'espère que la suite sera meilleure, sera un peu plus comme le tome 1 et que je ne vais pas m'ennuyer. J'ai dû lire 10% du troisième tome et pour l'instant ça va, mais bon, ne sait-on jamais. En tout cas, c'est une saga que globalement je recommande, mais c'est vrai qu'il y a quand même 50% qui ne servent à rien. Faut quand même se l'avouer. Donc dommage, heureusement qu'il y avait la fin, parce que sinon je pense pas que j'aurais continué. Juliette de Livre et Sortilèges en a fait un avis assez complet sur sa chaîne, j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si je le retrouve, et elle a détesté, donc je la rejoins sur beaucoup d'aspects, même si la fin a fait que ça a un peu rattrapé la chose pour moi, mais on a un avis un petit peu similaire sur beaucoup de choses. Et voilà YouTube, c'en est tout pour mes 7 lectures du mois d'avril-mai. J'ai mélangé en fait dans les deux updates lectures, il y a des lectures d'avril et des lectures de mai. J'ai pas suivi l'ordre, j'ai juste divisé en deux clairement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit instrument de musique parce que la musique a une grande place dans Monster of Verity, la duologie de V.E. Schwab, que je vous recommande encore une fois. Ouais, j'ai pas fini de parler de V.E. Schwab. Moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye! You know.